remercier les gens qui m'ont invité à donner cette conférence. Alors, quand j'ai eu l'invitation, c'était un sujet qui était passablement vaste à couvrir et je vais en 15 minutes, ce qui est pas long, faire un petit survol des travaux qu'on a fait qui se concentrent autour non seulement de l'investigation, mais aussi du traitement de l'ostéoarthrose. Bon, tout le monde sait ce que c'est l'arthrose aujourd'hui, bien entendu. J'ai une audience ici qui est éduquée à cet effet-là, mais on sait que c'est une maladie qui augmente en fréquence avec le vieillissement de la population. C'est une pathologie qui touche surtout les articulations portantes, mais également les articulations autres, particulièrement au niveau de la colonne, au grand plaisir des physiatres. Je pense que ça, c'est une dimension très importante qu'on oublie. Souvent, on pense arthrose, hanche et genoux. Oui, c'est vrai que c'est parmi les manifestations plus fréquentes, mais le problème axial devient un problème prédominant avec le vieillissement de la population. Alors, les symptômes, on les connaît tous. Ce sont principalement des problèmes donc de douleur, de dysfonction, de raideur et de limitation sur le plan fonctionnel, mais aussi également des conséquences systémiques qui en suivent, comme des effets au niveau psychologique, où les patients sont diminués par rapport à leur fonction, mais également leur capacité d'être intégrés dans une société. Important aussi, cette notion-là qui a été développée au cours des dernières, je dirais, 2 décennies, c'est la dimension neuropathique des douleurs. C'est une dimension intéressante. Essentiellement, pour faire une histoire courte, là, ce ne sont pas des patients qui sont cinglés, ce sont des patients qui ont des lésions anatomiques. On va y revenir un peu plus tard. Et assez précises, dans le genou, on a fait des études qui ont bien démontré que les patients qui avaient des douleurs neuropathiques, en fait, c'était associé à des lésions particulières au niveau des ménisques et aussi également au niveau de l'inflammation synoviale. Les caractéristiques d'arthrose sont des changements non seulement au niveau du cartilage. Autrefois, on s'est beaucoup concentré sur la perte de cartilage, l'érosion. C'est une notion qui a perdu de sa saveur. On sait maintenant que c'est un processus qui est global, peu importe l'articulation qui est atteinte, avec des changements non seulement au niveau de l'inflammation synoviale, mais également de l'os sous-chondral, des lésions méniscales, et aussi des tissus mous adjacents, les muscles, les tendons, etc., qui sont souvent responsables de la douleur de par les stress qui sont exercés sur ces tissus-là quand les patients ont une atteinte qui est assez sévère. Pour revenir au phénomène donc de douleur dans l'arthrose, beaucoup d'investigations qui ont été faites, surtout par imagerie, et qui ont démontré que les patients ont des douleurs, et ces douleurs-là sont reliées sur le plan anatomique aux différentes structures qui sont énoncées ici, inflammation synoviale, changement de l'os. On va y revenir. Changement de l'os non seulement important au niveau des symptômes, mais également au niveau de la progression puis du pronostic de la maladie. Les ostéophytes, capsules, dans les tissus mous, comme on l'a dit, donc la distension ou l'instabilité, les muscles et les ligaments, et enfin les lésions méniscales qui, eux autres aussi, sont impliquées non seulement dans le processus douloureux, mais aussi dans l'évolution et la gravité de la maladie. Au point de vue pratico-pratique, on sait que la prévalence, ce sont des chiffres ici que je montre de 9,6% chez l'homme et 18% chez la femme. Des notions qui sont en évolution. C'est, comme le diraient les Américains, c'est un moving target parce que c'est un phénomène, donc, pas de dégénérescence, mais de vieillissement des articulations qui sont, donc, comme je l'ai dit, liées à la démographie, donc l'incidence augmente. On le voit bien en consultation. Il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être une vingtaine, trentaine d'années, la consultation en rhumatologie se différencie en 20% pour l'arthrose, 80% pour les pathologies inflammatoires, et actuellement, c'est inversé. Les issues en fait, le dilemme qu'on a actuellement, c'est non seulement le fait que la fréquence augmente et que les patients sont plus âgés, mais que le nombre de thérapies qui sont potentiellement curatives sur le plan pharmacologique sont quand même assez restreintes et on va en reparler. Le traitement d'arthrose, écoutez, je vais en toucher quelques mots seulement pour vous dire qu'il y a des différents groupes, dont l'ESCIOUCH, qui est un groupe d'excellence dans le domaine du traitement d'arthrose, qui ont fait différentes recommandations, et ceci en est une. C'est tout simplement une approche qui est logique
et qui est par étapes dans laquelle on passe d'une thérapie qui est non pharmacologique à pharmacologique et qui peut impliquer différents types de médicaments. Modestement, on sait que quand même, sur le plan pharmacologique, le traitement de l'arthrose n'a pas connu de très, très grand succès dans les 2-3 dernières décennies. Et ce qui fait que l'attrait pour la recherche de nouvelles thérapies demeure, à mon avis, un champ d'expertise qui est très ouvert. Vous allez voir que quand même, sur le plan pratique, même si sur le terrain, nous, les cliniciens, on a un nombre de traitements qui est restreint. Il y a quand même passablement de développement qui a été fait et qui nous ouvre des portes sur des approches thérapeutiques intéressantes. L'appréciation des changements structuraux dans l'arthrose. En fait, c'est une dimension que j'ai voulu introduire ici pour une raison bien pratique. C'est que quand on a débuté beaucoup de travaux de recherche clinique en arthrose, on s'est aperçu que dans le fond, sur le plan évaluation des changements, des progressions de l'arthrose, on avait une limitation qui était imposée par l'imagerie qui était disponible à cette époque-là, il y a 20 ou 30 ans, qui était principalement une imagerie par rayon X. Et on s'est aperçu que c'était peut-être un phénomène qui était intéressant sur le plan historique, mais pas tellement sur le plan scientifique. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui avec l'imagerie et quels sont les potentiels d'implication thérapeutique? Il y a quelques années, quand on a débuté à faire des études sur des nouveaux médicaments avec un potentiel curatif pour la maladie, on s'est rapidement donc aperçu que l'imagerie par résonance magnétique pouvait nous offrir une qualité, évidemment, d'expertise et de quantification des changements structuraux sur le plan pratico-pratique qui était nettement supérieur à la radiographie. Technologie non invasive, contrairement à la radiographie. Et en fait, on a développé un nombre d'outils intéressants qui nous permettaient essentiellement de pouvoir faire des reconstructions tridimensionnelles au niveau de l'articulation touchée, donc ce qui nous permettait de pouvoir reconstruire et suivre dans le temps les changements de structure, que ce soit au niveau du cartilage, comme vous le verrez, ou encore au niveau de l'os, et qui nous a permis donc d'introduire cette technologie-là en recherche clinique. Les différents outils qui ont d'abord été développés étaient d'abord des méthodes semi-quantitatives. On s'est rapidement aperçu que les radiologues sont utiles, mais que leur capacité d'examen et d'appréciation des changements de structure dans le temps, sur un mode semi-quantitatif, souvent visuel, en appréciation de changements, était relativement limitée, surtout pour les études cliniques. Et c'est pour ça qu'on a développé des technologies automatiques qui nous permettent non seulement une appréciation précise, mais également une appréciation qui nous permet d'être indépendante de l'œil de l'observateur, qui est toujours subjectif. Une des premières technologies qu'on a développées en collaboration avec l'Elio, c'était une reconstruction tridimensionnelle de l'épaisseur du cartilage. Et la raison pour laquelle on voulait avoir cette technologie-là, c'est que dans l'arthrose, on sait très bien, et vous envoyez une image ici, qu'il y a une disparition, si vous voulez, une diminution de l'épaisseur du cartilage, surtout dans le compartiment médial au niveau du genou, et que ces changements-là, évidemment, sont en partie responsables des symptômes, surtout par l'induction de synovite et également de changement de l'os sous-chondral. Donc, cette cartographie-là était importante. On l'a automatisée avec le temps pour pouvoir avoir non seulement une reconstruction fiable, mais également indépendante de l'œil de l'observateur. On a développé également des technologies automatiques qui nous permettent d'apprécier la synovite. Vous voyez ici, ça c'est une reconstruction 3D avec des mesures d'épaisseur de la synoviale sans utilisation de contraste. Les radiologues ont souvent utilisé des contrastes pour mieux apprécier les changements de synovite. Le problème, c'est qu'il y en a deux. Un, tout d'abord, c'est que dans une population âgée, c'est toxique pour les reins. Et deuxièmement, vous avez certainement été informé, surtout pour ceux qui utilisent les agents de contraste, que dernièrement, le FDA a mis un black box. Black box, ça veut dire faites attention, il y a quelque chose qui n'est pas catholique. Et c'est l'induction d'une accélération des changements dégénératifs au niveau cérébral. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui ont déjà un petit peu de difficulté de mémoire. Après une couple d'injections d'agents de contraste, ils peuvent avoir même de la difficulté à reconnaître leur docteur. Donc, il faut faire attention avec ça, c'est pas bénin. Donc, c'est pour ça qu'on a développé cette technologie-là non invasive. Troisièmement,
l'utilisation, évidemment, d'une reconstruction tridimensionnelle pour apprécier les changements au niveau de l'os sous-chondral. Et ça, c'est important parce que ces changements-là, qui sont surtout des édèmes, mais également des kystes, les édèmes, en fait, c'est une espèce d'inflammation qu'on voit dans l'os sous-chondral. Et la raison pour laquelle on s'intéresse à ce changement-là, c'est que, un, c'est associé au douleur. C'est pas rare de voir des patients qui ont peu de changements au niveau du cartilage, mais qui ont un gros édème osseux, qui ont beaucoup de symptômes. Et c'est non seulement associé avec les symptômes, mais aussi on a bien démontré que dans des études cliniques qu'on a fait ici au Canada, que ces changements-là étaient associés avec une érosion du cartilage. Donc, une dimension non seulement symptomatique, mais physiopathologique de ces changements structuraux-là. À ne pas confondre avec le kyste qu'on voit souvent sur les radios, mais plus souvent sur la résonance, qui est un changement structural kystique relativement bénin et qui n'est pas associé comme l'édème de l'os sous-chondral ou l'inflammation, si vous voulez, de l'os sous-chondral à la douleur et au changement de structure. Les lésions méniscales, on a presque terminé les technologies de reconstruction tridimensionnelle importantes, et je pense qu'il y a un des conférenciers qui va en parler plus spécifiquement au cours de l'avant-midi. Changements structuraux qui peuvent être soit des lésions, déchirures du ménisque, mais plus important, les extrusions du ménisque qui sont beaucoup associées non seulement à l'élément douleur de par la compression que ça donne au niveau des tissus mous, comme la capsule, mais également associé à une progression beaucoup plus rapide de l'arthrose. Vous voyez ça souvent en clinique, des patients qui ont une arthrose relativement stable, qui vont développer une douleur aiguë dans le genou qui est liée à une rupture ou une lésion méniscale et qui va s'associer à une extrusion. Et dans les mois ou les années qui vont suivre, il va y avoir une progression rapide de la maladie. Alors, quelle est l'utilité clinique d'outils comme la résonance magnétique sur le plan pratico-pratique en clinique de tous les jours, mais aussi en recherche clinique? Alors, j'ai voulu illustrer sur les diapositives qui vont suivre l'historique de justement cette justification-là, mais de façon très succincte, en mettant une emphase sur les impacts des changements structuraux par rapport au pronostic de la maladie. Évidemment, quand on parle de pronostic, en fin de course, c'est est-ce que le patient, oui ou non, va finir par hériter d'une prothèse, c'est-à-dire est-ce que le patient va avoir un échec du traitement médical. Et une des premières études qui a été faite en résonance magnétique, en explorant cette dimension-là, donc de pronostic, c'est une étude qui a été faite en collaboration avec nos collègues en Australie, 2 ans. On a suivi l'évolution de ces patients-là, on a mesuré donc les changements au niveau du volume et d'épaisseur du cartilage. Et on a ensuite suivi ces patients-là pendant 2 années additionnelles, donc un total de 4 ans. Et comme vous pouvez voir sur cette diapositive-là, c'est que, et c'est quand même intéressant de voir qu'on a pu corréler la perte de cartilage. 1%, c'est un ratio, donc un risque de 1. Mais si vous avez perdu 7% de cartilage au cours d'une période de 2 ans, vous avez 7 fois plus de chances d'avoir une prothèse totale de genou comparativement au patient qui a perdu 1%. Donc, il y a une relation de cause à effet qui est très intéressante. Donc, ça nous donne bien l'implication importante que peut avoir l'évaluation par résonance magnétique dans l'arthrose du genou. On a également confirmé dans cette même étude-là que non seulement la perte de cartilage, ou l'importance de la perte de cartilage était associée à un pronostic plus sombre, donc une incidence plus grande de prothèse de genou, mais également avec les lésions au niveau de l'os sous-chondral. On avait un peu la même corrélation, c'est-à-dire qu'on ait une perte de cartilage accélérée ou qu'on ait des lésions au niveau de l'os sous-chondral dans le compartiment médial, ça exposait à un risque beaucoup plus élevé de prothèse totale de genou. La même chose dans une étude qu'on a fait ici vers la fin des années 2008-2010, une étude de phase 3 dans laquelle on a exploré un traitement qui était un médicament qui avait des propriétés anticytokines, donc des inhibiteurs donc, des interleukines. Et cette étude-là de 2 ans a fait suite à un suivi de 6 ans. C'est la première étude qui a utilisé la résonance magnétique dans une étude de phase 3. Et c'était la première qui a donné des résultats non seulement intéressants au point de vue de la démonstration que
le traitement par des médicaments anticytokines pouvait diminuer la perte de volume de cartilage, mais lorsqu'on a suivi ces patients-là 4 ans après la fin d'études de 2 ans, on s'est aperçu dans le fond que les patients avaient une réduction dans l'incidence de prothèses en fonction non seulement de la présence de lésions osseuses au moment où ces patients-là ont été inclus dans l'étude, mais que si on avait un effet au niveau du cartilage, l'effet au niveau des lésions osseuses, un effet bénéfique, est également associé à une diminution d'incidence des prothèses. Donc, double démonstration dans cette étude-là. D'abord que les lésions osseuses, les édèmes de l'os chondral, peuvent induire donc un pronostic plus sombre, une augmentation des prothèses, mais chez les patients traités avec le médicament anticytokine, il y avait une diminution des lésions osseuses et une diminution de l'incidence de prothèses en fin de course après 6 ans. Maintenant, est-ce qu'on a des preuves additionnelles de cette observation-là qui avait été faite, comme je l'ai dit, vers les années 2010? Alors, on a voulu conclure de façon beaucoup plus évidente sur cette observation-là et on a fait une étude de phase 3 avec 1600 patients, une cinquantaine de centres à travers la planète et tout simplement, ce qu'on a pu démontrer, c'est que dans un premier temps, dans une étude avec la chondroïtine sulfate, c'est des patients donc, qui ont été traités pendant 1 an, on pouvait diminuer les lésions osseuses et diminuer l'incidence de prothèses chez les patients traités avec la chondroïtine sulfate. Une deuxième étude avec le strontium relénate, cette fois-ci, un inhibiteur de l'édème, de l'os chondral, on a pu démontrer, encore une fois, que chez les patients qui avaient un édème de l'os chondral au baseline, donc au moment où on a initié le traitement, les patients qui avaient été traités avec le strontium relénate pendant cette période-là, donc de 3 ans, avaient une diminution quasi complète de la perte de cartilage. Et les études sont actuellement en cours pour savoir si effectivement on a, comme dans l'étude de l'icophénol, une diminution d'incidence donc des prothèses. En résumé, donc, ces 2 dernières études-là, ou même 3 dernières études, ont bien démontré donc que pratico-pratique, un édème d'os chondral est associé à une progression et que si on diminue l'évolution de ces lésions-là, ou encore on fait régresser les lésions de l'os chondral, on peut diminuer non seulement la progression de la maladie, la perte de cartilage, mais également améliorer le sort de ces patients-là en diminuant l'incidence donc de prothèse totale. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors, on m'a demandé de parler du ménisque dégénératif. Je vais donc vous parler des ménisques et puis de la dégénérescence méniscale pour finir par le point de vue thérapeutique du chirurgien. Alors, les ménisques, quelques points importants. L'interne en forme de C est attaché fermement au tibia par ligament ménisco-tibial. La corne postérieure est plus grosse. Il couvre 51 à 74% d'une surface de contact qui est congruente et qu'il complète. L'externe, qui est plus fermé en forme de O, attaché au fémur par les ligaments de Humphrey et Vrisberg, moins au tibia du fait de l'hiatus poplité, couvre 75 à 91% d'une surface de contact non congruente qu'il compense. Il est plus mobile et il bouge avec le fémur. Lors de la flexion du genou, il y a un roulement postérieur du condyle sur le plateau, plus marqué en externe. Le ménisque externe plus mobile suit le condyle, là où la corne postérieure du ménisque interne risque de se faire malaxer. Dans le genou normo-axé, les 2/3 de la charge passent par le compartiment interne. Dès que le genou passe en varus, toute la charge passe par le compartiment interne, au point d'ailleurs que dans les arthroses avancées, on peut observer des fractures marginales du plateau tibial. Tout ceci explique que 85% des déchirures méniscales siègent au niveau de la corne postérieure du ménisque interne, mais que la méniscectomie externe soit beaucoup plus ostéo-arthrogénique. Arnowski et Warren ont montré que chez l'adulte, la vascularisation du ménisque se divise en 3 zones. La zone périphérique, rouge-rouge, le bord libre, zone blanche-blanche qui est non vascularisée,
et une zone intermédiaire, le tiers central, qui est une zone rouge-blanche dont la vascularisation régresse avec l'âge, ce qui, pour certains, serait le coup d'envoi de la dégénérescence. Du point de vue histologique, les ménisques sont des fibrocartilages, donc fibreux en périphérie, ce qui correspond à la zone rouge-rouge d'ailleurs, composée de fibrocytes et de fibres de collagène longitudinales qui résistent à la tension et radiaires qui résistent au cisaillement, et cartilagineux au bord libre avec des chondrocytes et des glycosaminoglycans qui retiennent l'eau dans un espace clos et donc résistent à la pression comme un ballon gonflable. Le maillage superficiel, lui, résiste à la fibrillation et la fissuration, et cette partie du ménisque s'apparente beaucoup plus au cartilage articulaire, et ça a une importance. Les forces en compression absorbées par les glycosaminoglycans sont transmises en périphérie aux fibres de collagène, qui les transforment en force de tension circonférentielle, ce que les Anglais appellent le hoop stress. Pauly a cherché, Pauly a cherché à différencier les caractéristiques macroscopiques et histologiques du ménisque âgé dégénératif et du ménisque âgé en présence d'ostéoarthrose. Il a examiné 107 ménisques de 54 donneurs de 23 à 92 ans. Chez le sujet vieillissant sans ostéoarthrose, il y a un aspect terne du ménisque, peut-être un peu rugueux en surface, mais sans fibrillation et sans fissuration. Il y a surtout une hypocellularité, une dégénérescence mucoïde avec perte de l'organisation des fibres de collagène. En d'autres termes, une désorganisation tissulaire qui commence dans la substance du ménisque et non en surface. Chez le sujet âgé, avec ostéoarthrose, la fibrillation de surface et déchirure fréquente, le plus souvent du bord libre de la corne postérieure du ménisque interne, avec un clivage horizontal. À l'histopathologie, il y a une vacuolisation par perte de matrice péricellulaire et mort cellulaire avec formation de pseudokystes et fissuration, ressemblant en cela à ce qui se passe au niveau du cartilage articulaire. Et là où je veux en venir, c'est que dans le ménisque vieillissant, les changements se font d'abord dans la substance et non en surface. Et donc, si cette atteinte commence dans la substance sans altération de surface, on peut se demander quel est le lien avec les microtraumatismes répétés ou la surcharge. Alors, McNulty et Gillac ont étudié la réponse cellulaire en fonction des forces de compression et de tension. Surtout les forces de compression. Alors, au niveau cellulaire, avec des micropipettes donc, jusqu'à un certain niveau de charge, la réponse est anabolique par l'expression des gènes de synthèse du collagène de type 1 et des glycosaminoglycans, en plus de la production des cytokines, interleukines I-alpha et I-10, qui sont anti-inflammatoires. En surcharge, la réponse est catabolique, avec expression des gènes de synthèse des enzymes protéolytiques, donc métalloprotéase, cyclooxygénase 2, la COX-2, oxyde d'azote, et donc aussi des précurseurs de l'inflammation, en particulier l'interleukine I-bêta. Les interleukines sont des cytokines, c'est-à-dire des petites molécules, des petites glycoprotéines qui sont attachées à la surface de la cellule et produites par pratiquement toutes les cellules du corps humain, en particulier les fibroblastes et les chondrocytes. Ce sont en fait les messagers cellulaires universels, avec une action autocrine sur la cellule même, paracrine sur les cellules avoisinantes, exocrine sur les chondrocytes et les synoviocytes, et endocrine jusqu'au foie en stimulant la production du complément. Au niveau de la synoviale,
Ces cytokines peuvent stimuler la production d'enzymes protéolytiques et la fonction macrophagique des cellules bordantes A, mais aussi inhiber la production d'acide hyaluronique par les cellules B. Donc, on voit un peu mieux les liens de réciprocité entre les éléments du triangle pathologique et dans lequel on peut imaginer d'ailleurs plusieurs entrées simultanées. Mais une chose importante, c'est que l'inflammation agit à tous les niveaux comme un puissant accélérateur. Si on revient maintenant à l'échelle macroscopique, plusieurs auteurs ont cherché à déduire la prévalence des lésions méniscales en fonction des changements à la radiographie simple. Fukuta a comparé deux groupes de 42 patients avec, j'ai pas de pointeur, mais c'est le tableau de droite, à votre droite. Donc, deux groupes de 42 patients avec absence ou présence de signes radiologiques d'ostéoarthrose. Chez des patients de plus de 60 ans, dans le premier groupe, il y a 24% de ménisques normaux et à l'opposé, 3,1% de déchirure méniscale. Dans le deuxième groupe, il y a 13,9% seulement de ménisques normaux et 23,1% de déchirure méniscale. À gauche, Englund a fait le même exercice et a sélectionné des patients âgés de 50 à 79 ans, sans ostéoarthrose au temps zéro avec une première résonance magnétique. Il les a revus à 30 mois avec une deuxième résonance magnétique et il les a alors classés. Les patients qui présentaient à 30 mois de l'ostéoarthrose, considérés comme patients, 121, et les autres, 294 témoins sans ostéoarthrose. Et il a revu les résonances magnétiques du début et la deuxième résonance pour dire que 54% des patients avaient une déchirure méniscale à la première résonance et seulement 18% chez les témoins. Et l'aggravation de la déchirure méniscale se voyait chez 54% des patients, seulement 7% des témoins. L'extrusion méniscale était apparue ou avait progressé chez 40% des patients, seulement 2% des témoins. On peut donc penser que la radiographie simple est une bonne approche diagnostique de la dégénérescence ou de la déchirure méniscale. Alors, la radiographie simple, elle est d'une importance, elle est essentielle. Il est important de faire une radiographie AP debout, un cliché Schuss latéral et un défilé fémoro-rotulien. Cette radiographie montre l'importance de la mise en charge pour l'évaluation de l'arthrose. Qu'en est-il maintenant de la résonance magnétique? On a cru qu'on pouvait se passer de la radiographie simple parce que la résonance magnétique montrait tout. Bhattacharya, en 2003, a montré l'inutilité dans la majorité des cas de faire une résonance magnétique pour démontrer la présence d'une déchirure méniscale. La prévalence des déchirures est de 76% chez les patients porteurs d'une ostéoarthrose légère sans symptômes et de 91% chez ceux porteurs d'une ostéoarthrose modérée à sévère. La prévalence est proportionnelle au stade d'ostéoarthrose. Dans l'encadré de droite, vous voyez qu'au stade 4 d'ostéoarthrose, pratiquement 100% des patients ont une déchirure méniscale. Donc, quelques exemples. Patiente qui s'est présentée avec une douleur du compartiment antérieur, qui a une arthrose Kellgren-Lawrence grade 0,1, défilé fémoro-rotulien, arthrose, il n'y a pas besoin de faire de résonance magnétique. Cette patiente qui présente des symptômes d'ostéoarthrose depuis quelques années a donc une arthrose au stade Kellgren-Lawrence grade 3. La résonance magnétique nucléaire est ici inutile, mais elle avait été faite. Alors, la voilà.
et on voit que le ménisque est complètement dégénéré et extrudé. Voilà à quoi ça ressemble en salle d'opération. Donc, avant prothèse de genou, vous voyez l'arthrose, donc la chondropathie grade 4. Où est le ménisque? Bien, le ménisque, il est en arrière du plateau tibial, une fois l'ostéotomie du condyle faite, et vous pouvez constater qu'il est normal. Ici, cette patiente se présente avec une douleur depuis quelques mois, sans traumatisme initiateur. Donc là, oui, la résonance est indiquée. On peut voir une déchirure dégénérative du ménisque interne, mais aussi une fracture par insuffisance avec un édème intraosseux, et c'est la cause de sa douleur. Bien, ce qui nous amène au traitement, et d'abord au traitement préventif. Ben, c'est le sujet de ce symposium. Le vieillissement, ben, il est inévitable, mais on peut en retarder, sinon en éviter les conséquences. Alors, en évitant les microtraumatismes répétés par l'équipement, la chaussure, en modifiant les activités, en choisissant des activités sans impact. On a vu la vascularisation du ménisque à son importance, donc éviter arrêter le tabagisme. L'obésité, c'est un sujet capital. Alors, les statistiques du Registre canadien de remplacement articulaire ont montré que les patients qui ont une surcharge de poids significative ont 33 fois plus de risques d'en arriver à la prothèse de genou. L'instabilité, ben, l'histoire naturelle de la déchirure du croisé antérieur dont on va parler, et le malalignement qu'on peut corriger. Donc, cet exemple d'un patient de 63 ans qui est revenu me voir pour se faire assurer sur un épanchement articulaire. Il avait subi une reconstruction du croisé antérieur avec combiné à une ostéotomie valgisante 28 ans auparavant. Et il ne joue plus au soccer, mais il fait encore 8000 km de vélo par année. Bien, alors le traitement curatif, ben, les anti-inflammatoires, l'injection de cortisone, la viscosuppléance dont a parlé le docteur Pelletier, et la chirurgie méniscale. La chirurgie méniscale, il y a peu de place dans le contexte de la maladie du genou pour la chirurgie réparatrice. On en est donc encore réduit de nos jours à discuter de l'indication de la ménisectomie. Haller a étudié les pressions de contact sur le plateau tibial interne après une déchirure de la racine postérieure du ménisque interne pour en arriver à la conclusion que la déchirure est l'équivalent d'une ménisectomie totale. Cependant, dans ce type de déchirure, l'anneau fibreux périphérique est rompu et les forces en compression ne sont plus transformées en forces de tension. Beatty et Warren, ont induit une déchirure radiaire du ménisque externe de largeur variable, suivie d'une réparation et d'une ménisectomie partielle. Ils ont analysé la pression de contact et la surface de transmission des forces de compression pour en arriver à la conclusion que la déchirure méniscale est mieux que la ménisectomie, et entre les deux, la réparation ne change rien. Ces conclusions différentes tiennent probablement au type de déchirure, et il n'est pas déraisonnable de penser que malgré une déchirure dégénérative horizontale de la corne postérieure du ménisque interne, la plus fréquente, le ménisque, pour peu qu'il ne soit pas extrudé, garde une partie de sa fonction d'amortisseur, sinon de stabilisateur. Quant aux déchirures en bec de perroquet ou en languette pédiculée, la ménisectomie très partielle a probablement un effet délétère limité. Au final, comment résoudre le dilemme?
Tout ce que nous dit la médecine fondée sur les faits probants, c'est qu'il faut user d'une approche conservatrice et qu'il faut tout essayer avant de proposer la chirurgie aux patients âgés. Mais on parle aussi beaucoup du traitement centré sur le patient et en fonction de l'âge, des attentes, des symptômes, de la symptomatologie à caractère mécanique ou non, du type de déchirure, de la présence d'ostéoarthrose ou non, d'obésité, il y a un bon nombre de patients qui va tirer un bénéfice certain et durable de la chirurgie méniscale. Voilà. Est-ce que j'ai encore du temps? Conclure, docteur. Il faudrait conclure. Alors, chez ces patients, bien sûr, la présence d'ostéoarthrose et surtout l'obésité est un facteur péjoratif majeur et les résultats de la chirurgie méniscale sont habituellement très décevants. Par contre, un patient d'âge moyen, très actif, avec un poids santé, qui fait du sport, qui a des attentes et une symptomatologie à caractère mécanique qui laisse penser qu'il y a un fragment méniscal qui s'interpose, ce patient-là, lui, va en tirer un grand bénéfice. Alors, je vous remercie. Bon, donc je vais essayer de vous entretenir sur les déchirures du ligament croisant antérieur et de l'arthrose que ça peut causer. On est supposé déclarer nos conflits d'intérêt, donc je le fais pour le groupe au complet. On n'a pas de conflit d'intérêt, sauf qu'on reçoit une bourse annuelle de recherche qui est non dirigée, donc on peut utiliser pour nos projets de recherche. Donc, les objectifs de ma présentation, c'est d'essayer de comprendre un petit peu l'incidence et la physiopathologie de l'arthrose du genou suite à une déchirure du ligament croisant antérieur et que vous soyez en mesure d'informer vos patients des implications à long terme d'une déchirure du LCA. Donc, on va parler un petit peu du ligament croisant antérieur, un petit peu de l'arthrose, puis essayer de les mettre en relation pour voir comment ça peut se produire. Donc, les déchirures du ligament croisant antérieur, pas mal tout le monde ici connaît ça. Donc, c'est une blessure surtout sportive, majoritairement sans contact. L'incidence de ça varie d'une étude à l'autre, mais tourne souvent autour de 30 patients pour 100 000 habitants par année. C'est les chiffres qui reviennent le plus souvent, c'est quand même fréquent. Puis ça, c'est sur la population en général. Si on va dans une population plus spécifique, par exemple des athlètes ou des gens actifs, ça va augmenter. Si on spécifie un peu plus, par exemple au soccer, ça va augmenter encore plus. Puis si on spécifie encore plus, par exemple aux adolescentes au soccer, le taux augmente et peut aller jusqu'à 1 sur 4 selon les études. Le mécanisme de blessure, en général, ça va être un mécanisme de pivot ou d'arrêt brusque. Personne ne veut changer de direction, le pied reste au sol, le corps tourne, le ligament croisant antérieur ne suit pas, il va déchirer. Il peut y avoir des atteintes associées, soit pendant le traumatisme, comme une déchirure méniscale ou d'autres ligaments, un morceau de cartilage qui peut partir, ou de l'édème sous-chondral. Et quand ça n'arrive pas pendant le traumatisme, si la personne persiste avec une instabilité du genou, c'est des dommages qui peuvent se produire plus tard après le traumatisme. Les gens vont se plaindre principalement d'instabilité du genou et plus spécifiquement dans les activités de pivot ou les changements de direction. L'arthrose, vous en avez entendu parler, donc je ne dis pas grand-chose. C'est une perte progressive du cartilage. Les études d'incidence, encore une fois, ça varie, mais si on dit que c'est environ 13 % des femmes de plus de 60 ans et 10 % des hommes de plus de 60 ans, on est à peu près, on dit pas que c'est faux, c'est à peu près la réalité. Et évidemment, ça se présente par des douleurs au genou et le traitement conservateur, évidemment, est débuté et va évoluer jusqu'à le traitement ultime en bout de ligne, c'est la prothèse totale de genou. Donc, on sait que les facteurs qui causent l'arthrose du genou, autrement que l'instabilité, c'est la surcharge qui va être imposée au cartilage, tant en intensité qu'en durée.
Donc, si la surcharge pondérale, évidemment, va mettre plus de charge sur le cartilage, mais des fois, ça peut être juste l'intensité, donc des sauts très puissants, des atterrissages de sauts très puissants et de façon répétée. Et la durée de la surcharge va être importante aussi. Par exemple, une personne qui reste assise à son bureau toute la journée va avoir une compression du cartilage fémoro-rotulien plus importante, pas très importante en intensité, mais importante en durée, tant que la personne ne va pas bouger. Les stress en torsion aussi, le cartilage n'aime pas ça. Donc, ça prédispose plus à l'arthrose. Et évidemment, les facteurs qui ont déjà été mentionnés, l'indice de masse corporelle, donc surcharge pondérale, des blessures antérieures, on va en parler. Le travail manuel, dans le fond, c'est une surcharge de travail en termes de poids. Et aussi le tabagisme. Et il y a plusieurs études qui ont montré que la charge modérée va stimuler le cartilage. Quand on fait faire un exercice modéré à des petits animaux, puis qu'on regarde l'épaisseur de leur cartilage, on voit que ça augmente. Donc, il y a certainement un bénéfice à l'exercice, mais qu'il faut garder modéré. Donc, au niveau du ligament croisant antérieur, si on met ces deux éléments-là ensemble avec l'arthrose, quand on a dit que quand on a la blessure du croisant antérieur, on a de l'édème sous-chondral. C'est comme si on a un bleu sur l'os. Il peut aussi avoir des atteintes du cartilage. Quand la déchirure se fait, il y a un contact qui se fait entre les deux surfaces de cartilage et donc ça va altérer la physiologie du cartilage. Quand il y a des déchirures méniscales associées, soit pendant ou après aussi, ça va influencer le pronostic d'arthrose et les autres facteurs qu'on a déjà discutés. Donc, un genou avec un ligament croisant antérieur déchiré a une altération de la biomécanique de son genou et va presque assurément faire de l'arthrose plus rapidement qu'un genou qui n'a pas de croisé déchiré. Donc, comment ça évolue une fois qu'on a une déchirure de croisant antérieur? On sait qu'il y a 80% de ces personnes-là qui vont développer de l'arthrose, chez qui on va pouvoir constater de l'arthrose de 5 à 15 ans après leur blessure initiale. Ça, c'est opéré ou non opéré. Donc, il y a un rôle par le trauma initial, comme je vous disais, le contact cartilage contre cartilage, et il y a aussi probablement un rôle de l'instabilité résultante, donc qu'est-ce qui se passe une fois que le genou est instable dans les années qui suivent. Le transfert du poids du corps dans le genou va être influencé par plein de choses, mais aussi par la stabilité mécanique. Donc, s'il n'y a pas la bonne stabilité mécanique, il va y avoir une usure prématurée et donc de l'arthrose. La chirurgie, pendant longtemps, on a dit que la chirurgie, dans le fond, ça nous plaît à l'esprit de dire que ça va prévenir l'arthrose, mais on disait que ça ne prévient pas nécessairement l'arthrose. Peter McDonald a montré que la chirurgie peut avoir un effet aussi délétère. Donc, selon, si on compare les différents types de greffons, par exemple, si on utilise un greffon de tendon patellaire, il y aurait un peu plus d'arthrose au niveau fémoro-patellaire que j'ai su avec d'autres types de greffons. Le timing de la chirurgie aussi va être important. Donc, les chirurgies plus tardives, là, les définitions varient selon les études, mais en général, on parle de plus qu'un an après la blessure, va aussi augmenter le risque d'arthrose. La faiblesse musculaire est vraiment un facteur qui revient souvent. Donc, si les muscles sont faibles, le transfert des charges au niveau du cartilage est plus grand que si les muscles sont forts et les tendons vont prendre la charge du poids du corps. Plus notre blessure arrive tard dans la vie, ou pas tard dans la vie, mais plus on avance en âge, plus évidemment l'arthrose va se manifester. Les femmes seraient aussi plus à risque de développer de l'arthrose pour une blessure de croisant antérieur que les hommes avec la même blessure. Et l'alignement en varus, donc les jambes en cow-boy, qui a déjà été abordé. Donc, si on opère, est-ce qu'on va prévenir ou pas l'apparition de l'arthrose? Donc, il y a beaucoup de littérature récente, entre autres en 2016, qui est sortie à ce sujet-là. Et ce que ça montre, c'est que les patients, Sanders lui a montré que les patients traités avec un traitement conservateur versus ceux qui ont eu une chirurgie précoce, et dans leur définition, c'est moins qu'un an. Donc, ceux avec un traitement conservateur sont 5 fois plus à risque de développer des déchirures méniscales, 6 fois plus à risque d'avoir un diagnostic d'arthrose dans les années subséquentes et 17 fois plus à risque d'avoir une prothèse totale de genou dans leur vie. Les changements d'arthrose et le diagnostic d'arthrose et les déchirures méniscales, ça se produit aussi vite que 6 ans après les blessures, après la blessure initiale. L'autre chose, comme je dis, il y a plusieurs études. Van Meer, lui, a montré que les changements dégénératifs visibles à l'IRM, donc pas à la radiographie, mais bien à l'IRM, ça commence 2 ans après la blessure. Donc, c'est quand même rapide et certainement que l'instabilité a un rôle à jouer.
Sutter a dit qu'après le risque overall dans une vie, après une déchirure du croisé antérieur, d'avoir de l'arthrose est d'environ 34 %. Ça veut dire qu'il y a au moins une personne sur 3 qui va développer de l'arthrose. Au début, je vous avais dit 80 %, donc ça varie dans ces chiffres-là selon les études. Et 22 % de risque d'avoir une prothèse totale de genou. Évidemment, qu'est-ce qui va augmenter les risques de déchirure d'un ménisque, d'arthrose et d'avoir une prothèse de genou après? Sanders a aussi démontré que ce risque-là est augmenté par rapport aux patients dont le ligament croisé est normal. Et des études, il y en a plusieurs autres qui disent pas mal toutes la même chose et probablement qu'il y en a d'autres qui vont sortir dans les années qui s'en viennent. Donc, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Pour l'instant, on opère les déchirures de ligaments croisés antérieurs. On essaie d'avoir la technique la plus appropriée pour rétablir la biomécanique du genou. Peut-être qu'il va y avoir un retour à la réparation primaire. Ça a été fait il y a des années sans succès. Le ligament ne guérit pas. Donc, avec ou sans aide biologique, vous avez peut-être tous vu passer sur YouTube une vidéo avec une petite éponge. Donc, ça peut être prometteur. On ne sait pas encore. C'est encore au stade expérimental. Il y a seulement 10 patients qui ont reçu ce traitement-là à date. Donc, en attendant, est-ce qu'on peut essayer de prévenir l'arthrose? Bien, pour prévenir l'arthrose, il faut prévenir les déchirures de ligaments croisés antérieurs. Et donc, si on joue sur l'élément de la technique et sur l'élément de la fatigue, probablement qu'on pourrait réduire le nombre de déchirures de ligaments croisés antérieurs. Et donc, il y a plusieurs auteurs qui se sont penchés sur ça et ont développé des programmes de prévention. Il y en a plusieurs de disponibles. Si vous avez des patients qui vous disent « Ah, mon Dieu, j'ai peur de déchirer mon croisé » ou « J'ai fait le gauche, j'ai peur de déchirer le droit », vous ne savez pas trop quoi leur dire, bien, vous pouvez les référer à ces programmes-là. Un qui est facile d'accès, qui est gratuit puis qu'on peut trouver sur Internet, c'est celui de la FIFA, qui s'appelle FIFA 11+. Donc, c'est un programme d'échauffement qui prend 15 à 20 minutes, que les gens peuvent facilement intégrer à leur routine de sport. Donc, évidemment, là, c'est promu pour le soccer, mais c'est applicable à tous les sports, tous les sportifs de changement de direction. C'est donc une routine d'échauffement qui a 3 niveaux de difficulté, là, la colonne à gauche, au centre, puis à droite, avec différentes portions. Donc, une portion course, une portion plus force, balance, pliométrie, et puis une portion course de sprint à la fin. Donc, c'est un outil qui est facilement accessible, que vous pouvez juste dire à vos patients, va voir FIFA 11+, ils vont le trouver, puis ils peuvent intégrer ça. Il y a aussi beaucoup d'autres programmes qui existent. Donc, si eux, ils en connaissent d'autres, il n'y a pas de problème, ils peuvent prendre un autre programme. Il y a aussi Movement Preparation, qui est de Canadian Sports for Life, qui est relativement, qui n'est pas récent en fait, parce que c'est utilisé avec le Cirque du Soleil depuis 15-20 ans, mais qui est de plus en plus accessible au grand public et qui a fait ses preuves aussi en termes de prévention. Donc, quand on regarde les études de prévention de déchirure ligamentaire, on parle que d'appliquer de façon compliante un programme de prévention peut diminuer l'incidence des déchirures de croisé antérieur de 30 à 85 %. Là, vous allez dire, si tout le monde le fait, on n'aura plus de job, on n'aura plus de croisés à opérer. Peut-être, mais j'aime mieux que les gens ne se blessent pas. Donc, le 85 %, c'est évidemment dans les groupes plus à risque, particulièrement les adolescents de 14-18 ans qui jouent au soccer. Donc, c'est pour ça que la FIFA met quand même beaucoup d'énergie et d'argent dans ce programme-là pour le diffuser parce que ça fait ses preuves puis ça peut aider ces gens-là à long terme et prévenir l'arthrose. L'Académie canadienne de médecine du sport et de l'exercice a aussi publié un énoncé de position sur les programmes d'entraînement neuromusculaire et ils ont fait des recommandations qui sont de niveau A, donc supportées par la littérature, et qui dit que tous les jeunes joueurs de soccer canadiens devraient participer à des programmes d'exercice qui intègrent l'entraînement neuromusculaire, la proprioception, l'agilité et la musculation. Donc, si les patients vous arrivent avec un autre programme que celui de la FIFA 11+, vérifiez si ces éléments-là font partie du programme et si oui, certainement que ce sera bénéfique pour le patient d'appliquer ce programme-là. Et donc, les programmes devraient être dans la routine habituelle de pratique d'échauffement. L'autre recommandation, c'est que ces programmes d'entraînement neuromusculaire devraient commencer au moins au début de l'adolescence. Donc, si vous avez des ados, 14, 15, 16 ans, c'est à eux qu'il faut en parler le plus. C'est jamais trop tard pour l'appliquer, mais c'est sur ce groupe de population-là que c'est le plus bénéfique à long terme de l'appliquer. Donc, est-ce qu'on peut prévenir l'arthrose? Ouais,
La mise en page est... Donc, la prévention. Est-ce qu'on peut prévenir l'arthrose? Certainement. En prévenant les déchirures de ligaments croisés antérieurs, puis ça, on sait qu'on peut le faire, on a de la littérature pour le faire. Donc, voilà. Les 3 messages clés. Rappelez-vous qu'il y a jusqu'à 80% des gens avec une déchirure ligamentaire qui vont développer de l'arthrose post-traumatique. Vous pouvez dire ça à vos patients. Vous allez leur faire peur, mais la déchirure est déjà faite, il faut qu'ils vivent avec. Le risque semble diminuer avec une chirurgie précoce. Précoce, on parle d'environ 1 an après la blessure. Encore une fois, je ne suis pas rentrée dans le traitement du ligament croisé complet, mais il faut adapter. Ce n'est pas tous les patients avec une déchirure du ligament croisé qui devraient être opérés, mais s'ils sont actifs et jeunes, certainement que c'est plus bénéfique. Et donc, la prévention, c'est encore mieux. Si vous pouvez promouvoir la prévention des blessures, vous serez de bons ambassadeurs. Merci. Alors, bonjour à tous. Merci au comité organisateur de l'invitation. On m'a demandé de vous parler de l'utilisation du PRP dans la gonarthrose. Pour la plupart d'entre vous, vous en connaissez possiblement l'utilisation dans les tendinopathies chroniques. C'est un peu plus récent au niveau de la gonarthrose, donc on va revoir un petit peu qu'est-ce qu'il y en a. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt, du moins pas en lien avec cette présentation. Donc, on va regarder un petit peu les mécanismes qui sous-entendent ça. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup de littérature, d'études précliniques. Donc, on a vraiment un fondement scientifique, du moins en sciences fondamentales, pour l'utilisation de cette thérapeutique-là. On va regarder un petit peu la technique qui est tout simple de prélèvement. Je vous montre un petit peu comment on fait. On va regarder aussi, là, le PRP, c'est le grand thème, mais il y a plusieurs recettes possibles. Donc, on va essayer de démêler un peu ça. Vous allez voir qu'en intra-articulaire, on utilise un type de PRP plus spécifique. Et finalement, je vais vous faire une revue un peu de la littérature sur les données probantes. Donc, c'est relativement simple. C'est quoi le PRP? Donc, c'est l'acronyme là, pour plasma riche en plaquettes. Donc, c'est un concentré de plaquettes sanguines qu'on va injecter. Donc, sur votre gauche, donc c'est un prélèvement sanguin normal et vous voyez un petit peu là, donc, la concentration très élevée. Donc, on arrive à bien documenter là, que l'injecteur qu'on va faire, ça ressemble à ça là, sur votre droite. Donc, pourquoi les plaquettes? Les plaquettes contiennent des petites granules, hein, donc des granules qu'on appelle alpha, des granules denses. Ce qui nous intéresse, c'est les granules alpha. Donc, il y a énormément de facteurs de croissance au niveau de ces granules-là. Et quand on va les appliquer dans l'articulation, on va mettre un activateur, ils vont relâcher ces petits facteurs de croissance-là. En fait, les granules vont relâcher les facteurs de croissance. Diapositive un peu exhaustive, là, l'idée n'est pas de détailler tout ça, mais juste de comprendre que ces différents facteurs de croissance-là vont agir à différents niveaux, au niveau de l'articulation, mais au niveau de la phase de cicatrisation, soit la phase inflammatoire ou même de prolifération et de remodelage. Donc, chacun de ces facteurs-là va agir un petit peu différemment, et donc, c'est ce qu'on va aller mettre dans l'articulation. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez, donc, au niveau d'une articulation problématique, vraiment un pool de molécules qui ont à la fois une action anabolique et à la fois une action anticatabolique. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait. On a bien exposé dans les autres conférences là, cet aspect que ce n'est pas que le cartilage qui est visé. Et ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que ces facteurs de croissance-là vont avoir un impact sur l'ensemble de l'articulation. Donc, oui, sur le cartilage, mais notamment aussi sur la synoviale. On va en reparler. Donc, c'est quoi le mécanisme d'action? Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a plusieurs études qui ont regardé ça. Donc, tout d'abord, on fait un appel, donc une migration, une prolifération des cellules souches. Et aussi, donc, sur l'anabolisme chondrogénique, on a une augmentation aussi à ce niveau-là. Donc, le facteur de croissance, c'est sûr qu'il y a une demi-vie limitée dans l'articulation, mais il va engendrer, donc, une cascade métabolique, je dirais, là, anabolique, qui va favoriser la cicatrisation. Donc, notamment via les cellules souches. Il y a un aspect, donc sur les études, notamment in vitro, tout ça, il y a un aspect de prolifération au niveau du chondrocyte et une augmentation de la synthèse des protéoglycans, donc un constituant important au niveau de la matrice extracellulaire. Donc, il y a un effet aussi bénéfique à ce niveau-là. Il va aussi augmenter la sécrétion de l'acide hyaluronique endogène. Donc, ça, c'est intéressant, c'est ce qu'on veut. Les viscosuppléances le font un peu. Le PRP semble le faire beaucoup plus. Je vais vous en reparler. Donc, tout ça est supporté par la littérature. Donc, les études datent de quelques années, mais c'est quand même assez récent. Donc, on a une étude là, de revue
qui montre aussi donc, un effet sur l'apoptose des chondrocytes. Donc, il va y avoir moins de mort cellulaire au niveau des chondrocytes. Même principe pour le protéoglycan. Donc, et dans les études animales, on a démontré une diminution de la progression de l'arthrose, et notamment, entre autres, avec le contrôle là, des agents pro-inflammatoires qu'on retrouve dans l'articulation. Donc, si on fait un résumé de certaines études in vitro, donc on voit différents effets, mais en général, donc définitivement, une prolifération cellulaire et une augmentation de la viabilité cellulaire. On parle ici des chondrocytes. Une augmentation de la migration, différenciation au niveau chondrocytes, cellules souches. Donc, il y a vraiment, en sciences fondamentales, un processus là, qui se passe au niveau de l'articulation quand on met ces chondrocytes-là ou ces synoviocytes en contact avec nos facteurs de croissance. Donc, si on regarde une autre étude, donc 2013, ce qu'on fait, donc on met en contact, encore une fois, c'est des synoviocytes avec l'acide hyaluronique et avec, en comparaison aussi avec le PRP. Donc, ACP, c'est le PRP, HA, acide hyaluronique. Donc, tout d'abord, on voit qu'il y a une sécrétion, comme je vous disais, d'acide hyaluronique en quantité beaucoup plus importante par les synoviocytes quand on le met en contact par rapport à un contrôle qui n'en a pas, et un petit peu avec l'acide hyaluronique. MMP13, c'est les métalloprotéinases, donc c'est des enzymes qui sont cataboliques au niveau du cartilage. Donc, c'est étudié beaucoup. Il y a même des traitements qui regardent à aller bloquer cette molécule-là. Donc ça, c'est impliqué dans la progression de l'arthrose. Donc, si on applique le PRP au niveau des synoviocytes, on voit qu'il y a une nette diminution de la sécrétion de la MMP13. Donc, définitivement un facteur protecteur ici à ce niveau-là. Maintenant, si on met en contact, encore une fois, nos synoviocytes avec différents types de PRP. Donc, le LR et LP, le R, c'est riche en leucocytes, puis le P, c'est pauvre en leucocytes. Le PPP, c'est du plasma pauvre, et le CA, c'est les globules rouges. Okay? Donc, si on regarde un peu qu'est-ce qui se passe quand on regarde la mort cellulaire, donc, il y a un facteur qui est très important, et on va en parler un peu dans les traitements, mais donc, les globules rouges, les cellules n'aiment pas tellement ça. Hein? Donc, c'est pour ça que les gens qui ont une maladie, donc les hémophiles, tout ça, qui saignent dans l'articulation, c'est très toxique pour le cartilage. Et si vous mettez quelque chose qui est riche en leucocytes, ce n'est pas très bien toléré non plus par les synoviocytes. Donc, vous allez vouloir avoir vraiment un PRP qui est faible en leucocytes. Ça, c'est important parce que dans le tendon, c'est différent. On met un PRP qui est plus riche en leucocytes. Donc, ça, c'est important. Quand on regarde les médiateurs inflammatoires, même principe, si vous avez quelque chose de pauvre en leucocytes, c'est là que vous allez vraiment augmenter l'effet anti-inflammatoire. Donc, c'est ce que vous visez par rapport à un PRP qui est riche en leucocytes. Donc, les sciences fondamentales, comme je disais, ça, c'est un article de revue qui démontre bien ça, mais donc, c'est vraiment pour corroborer le fait que vraiment, d'un point de vue, je dirais, au moins sciences fondamentales, il y a définitivement un effet potentiel sur le cartilage en termes de réparation et donc un impact sur l'arthrose à ce niveau-là. Donc, il semble bien établi à ce niveau-là, en sciences de base. Autre article, même chose, on arrive à peu près donc aux mêmes conclusions. Donc, un effet définitif sur la réparation du cartilage, sur les symptômes, sur la fonction de l'articulation, et aussi un effet qui semble supérieur à l'acide hyaluronique. Okay? Donc, ça, c'est vos viscosuppléments. Donc, le mécanisme, en gros, il agit à deux niveaux. Il agit au niveau, donc, comme anti-inflammatoire. On a vu que les enzymes protéolytiques inflammatoires sont très toxiques sur le cartilage, donc bien appuyé par la littérature. Et il y a un effet, donc, chondroprotecteur à ce niveau-là aussi. Donc, il agit vraiment à deux grands niveaux. Donc, une revue systématique, donc récente, 2015, donc des études précliniques. OK, donc revue systématique qui donc démontre encore une fois la même chose. On va tout un peu dans la même direction. Donc, une injection intra-articulaire va cibler pas seulement le cartilage, mais les autres composantes de l'articulation. Et c'est actuellement aussi le trend, je dirais, d'un point de vue thérapeutique, pas juste agir au niveau du cartilage. La technique en soi, donc, elle est relativement simple. Donc, prélèvement sanguin, donc une ponction veineuse qui varie selon le type d'appareil qu'on utilise, entre 30 et 120 cc. On transfère donc dans un contenant avec un filtre là, spécifique pour ça. Bon, on centrifuge. Moi, j'utilise un appareil qui a aussi un lecteur d'onde optique pour vraiment lire la longueur des cellules et vraiment bien différencier les différentes cellules du sang. Et au final,
entre, en général, 15 et 23 minutes, là, dépendant des appareils. On retient donc la portion qui nous intéresse, qui est notre PRP, juste ici. OK, donc c'est une double centrifugation. Vous allez donc séparer les constituants et le Bofill-Codes, c'est ce qu'on veut aller chercher pour le traitement. Les concentrations plaquettaires vont varier. On a, dépendant des appareils, encore une fois, entre 2 fois la concentration sérique jusqu'à 18 fois. La dose optimale, on ne la connaît pas par contre. Et une fois qu'on a donc notre prélèvement, c'est comme n'importe quelle autre injection. Ça peut être fait sur repère anatomique. Moi, évidemment, je fais ça sous échographie, donc toujours contrôlé. Donc, on va en intra-articulaire, évidemment. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est des études cliniques? Parce que là, c'est bien beau les sciences fondamentales, mais dans la vraie vie, chez l'humain, est-ce que ça fonctionne ou pas? C'est ce qu'on va essayer de regarder. Donc, les premières études contrôlées, tout ça, on parle de 2010, 11, tout ça, puis là, les revues systématiques commencent à sortir. Donc, première revue systématique, 2013. OK? Donc, je vous épargne tous les détails, mais la conclusion, donc, définitivement, lorsqu'on compare au salin à l'acide hyaluronique, on montre une efficacité pour l'arthrose légère à modérée du moins. Durée d'efficacité d'au moins 6 mois. Et on parle un peu d'effets secondaires. Donc, souvent, c'est un petit peu plus irritant dans le genou. On peut faire des fois un petit peu plus de douleur post-injection. C'est vraiment des effets secondaires qui sont très, très légers, puis sur quelques jours. Deuxième revue systématique et méta-analyse. On se retrouve une année plus tard, en 2014. OK, donc on revoit même chose les études. 5 études randomisées contrôlées à double insu. Fait que là, les gens disent « Ouais, mais c'est encore expérimental. » On a besoin de combien d'études pour dire que c'est plus expérimental? Donc, c'est plus à l'étape expérimentale pour moi. Il y a encore des questions à répondre, mais c'est plus expérimental. Donc, c'est quoi les résultats? Donc, pour ceux qui sont moins habitués à ce type de graphique-là, donc c'est les études qu'on compare. Et si vous êtes donc sur votre droite, plus on tend vers le 5, c'est une étude qui est en faveur donc, de l'utilisation du PRP. Donc, si on regarde toutes les études, à 6 mois, on est tous en faveur du PRP, certaines plus, d'autres moins, mais la moyenne, quand même, montre un effet là, favorable qui est assez clair. À 12 mois maintenant, donc 12 mois, même chose. Une étude ici, on dépasse la ligne médiane, mais sinon, la majorité des études montrent un effet encore à 12 mois. Qu'est-ce qui se passe après 12 mois? Pour tous ceux qui font de la recherche, vous le savez, là, après, c'est dur de faire des suivis des patients. Donc, il n'y a pas d'études qui ont suivi au-delà d'un an. Fait que peut-être que ça fonctionne encore sur une autre année, 2 ans, mais on sait qu'à 1 an, on a encore des résultats. Et même chose ici, donc le même groupe, là, mais juste pour vous dire, donc, un effet, si on compare à l'acide hyaluronique, ce qu'on connaît beaucoup, donc l'acide hyaluronique est ici. Ça, c'est les études toutes PRP confondues. Quand on compare des études randomisées contrôlées, là, on rejoint l'acide hyaluronique à 12 ans, mais à 12 mois, mais avant 6 mois, on est supérieur. Donc, il y a définitivement un effet marqué. Si on prend les meilleures études, peut-être l'effet est un petit peu moins bon qu'on pensait, mais il demeure supérieur du moins à 6 mois à l'acide hyaluronique, qui est un traitement donc classique, comme vous savez. On continue, donc ça, c'est un peu leur conclusion, mais définitivement, eux autres, ils montrent un effet bénéfique dans leur revue et de leur méta-analyse. On est en 2014 toujours, donc une revue recommandation. On voit un petit peu dans le même sens, si je montre la conclusion. Eux parlent d'un effet plutôt similaire à l'acide hyaluronique. Définitivement un meilleur résultat, comme bien d'autres traitements, quand le grade est moins élevé, grade 1, grade 2, on peut s'y attendre. C'est vrai avec bien d'autres traitements. En fait, c'est vrai avec tous les traitements. Et là, on parle d'une durée là, de 6 à 12 mois dans cette revue-là. 2015, donc on avance, autre revue systématique. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, eux, ils ont retenu 2 études randomisées contrôlées, puis 3 études qui ont été comparées à l'acide hyaluronique et une au salin. Et donc, encore une fois, leur conclusion, donc, bon résultat, surtout forme légère, patients jeunes et actifs aussi, et définitivement, leur recommandation, un traitement alternatif pour la gonarthrose. Donc, ils recommandent évidemment ce traitement-là. D'où ça vient, ça, le fait qu'on répond mieux si on est jeune ou si on a une atteinte moins importante du cartilage. Donc, c'est cette étude-là. Donc, ici, sur une forme légère, forme plus avancée, bien, vous voyez, donc, en rouge, c'est le PRP. Donc, moins l'atteinte est sévère, meilleur est le résultat. Et quand l'atteinte est plus sévère, on rejoint un peu le résultat de l'acide hyaluronique. Même chose pour l'âge. Donc, si vous avez moins de 50 ans, bien, vous avez des meilleurs résultats. Donc, il vaut mieux peut-être les traiter un peu plus tôt, plus jeunes et dans une atteinte un petit peu moins sévère d'arthrose. 2015, donc là,
revue systématique de méta-analyse. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui ont regardé ça. Si on regarde la conclusion, même chose, il conclut que c'est efficace pour l'arthrose, meilleur stade précoce. On parle jusqu'à 12 mois quand même d'efficacité. Donc, ça, c'est intéressant. C'est au-delà souvent de ce qu'on voit avec l'acide hyaluronique. Les effets secondaires locaux, comme je vous ai dit, qui sont quand même légers, mais ils en font mention quand même dans leur analyse. Donc, je vais conclure avec ça. Ça, c'est très exhaustif aussi. C'est une revue de différentes études qui ont été faites. En jaune, les études négatives. Donc, comme dans bien d'autres traitements, il y a des études positives, négatives. Donc, quand on regarde ça, études, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Quand on décortique les études, donc regardez bien en jaune, c'est toutes des études qui ont été faites avec leucocytes, rich leukocytes, donc une quantité de leucocytes élevée. Si on regarde les études positives, low leukocytes. On ne veut pas de leucocytes dans l'articulation, ce n'est pas bon pour les synoviocytes. Fait que ce n'est pas PRP, c'est certains types de PRP, il faut bien connaître, il faut bien appliquer. Donc, ma conclusion, c'est, je pense que c'est un traitement qui est fort intéressant, nouveau, qui agit à différents niveaux aussi. On a quand même la science fondamentale derrière nous. On a des études cliniques, revues systématiques, tout ça, qui démontrent une efficacité. Il reste, ça c'est ce qui est écrit là, certaines questions à répondre. C'est quoi la quantité optimale de sang qu'on doit mettre? C'est quoi la concentration? C'est quoi la réadaptation après? Est-ce qu'on met en décharge? L'effet de l'anesthésien aussi. Bon, leucocytes, on en a parlé un peu. Donc, il y a quand même des choses à peaufiner. Puis, on n'a pas encore d'études, et là, ça va être intéressant, là, ce que le Dr. Pelletier a présenté, là, le T2 mapping ou la résonance magnétique qui permet donc de cartographier l'épaisseur du cartilage, des choses comme ça. Donc, si on arrive à démontrer avec ce type d'études-là chez l'humain aussi qu'on diminue la progression de l'effet délétère sur le cartilage, ça va être fort intéressant. Je vous remercie. On va aller vite. Merci aux présentateurs précédents qui vont me permettre d'avancer les diapos plus rapidement, parce qu'il y a certains trucs qui ont été couverts déjà. Affiliation, pas de conflit d'intérêt vraiment en lien. L'anatomie, ça a été bien couvert. Hein? Le genou, c'est facile. Si on veut voir ça de façon globale, dans une perspective chirurgicale, 1, 2, 3, 4. Un mécanisme extenseur, 2 ménisques, 3 compartiments, 4 ligaments. Vous comprenez ça, vous allez être capable d'avoir une bonne vue d'ensemble. L'alignement, on en a parlé, genou varum, les jambes de cow-boy, genou valgum, les knock-knees, plus chez les femmes. Dans le premier cas, l'arthrose interne, dans le deuxième cas, l'arthrose externe, en fémoro-tibiale. Quelques mots sur l'alignement fémoro-patellaire, que pas tant de gens connaissent. Donc, la rotule qui est mal alignée, qui va se manifester à l'extrême par des rotules qui se luxent, c'est luxation récidivante. Mais dans le début du spectre, dans le continuum de la présentation clinique, il va y avoir des gens aussi qui ne vont pas avoir des rotules qui débarquent, qui vont être mal alignés, qui vont avoir des douleurs beaucoup en fémoro-patellaire. Puis ça, on va en reparler tout à l'heure. Il y a des critères, l'espèce 4 facteurs principaux du mal-alignement fémoro-rotulien qui se détectent en radiologie ou au scan. Le truc important à voir sur une belle vue latérale du genou, c'est le signe du croisement. Si vous suivez la ligne de fond de trochlée, vous allez voir qu'elle croise le contour des condyles fémoraux. Donc ça, c'est à peu près 96% des gens qui ont des rotules qui luxent, donc une dysplasie de la trochlée. D'autres facteurs, dont un autre qui est plus important qui se voit au scan, la TAGT, TA pour tubérosité antérieure, donc la TTA, l'attache du tendon rotulien, puis GT pour gorge trochléenne. La TAGT, c'est la distance mésolatérale entre justement la TTA et le fond de la trochlée, qui dit un peu à quel point la rotule a tendance à vouloir aller en externe. On va en reparler tantôt, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Concepts généraux de l'arthrose, on en a parlé, c'est un phénomène diffus qui implique également les ménisques. L'histoire naturelle, bien, ça évolue d'abord de la douleur, des épisodes inflammatoires, ça aussi on en a parlé. Ça se termine le plus souvent en vie gâchée. Ça, je pose cette question-là à tous mes patients. C'est un concept, pour moi, qui me dit que les gens sont mûrs pour se faire opérer. Quand on leur demande si le genou leur gâche la vie, qu'ils répondent oui tout de suite, ça veut dire qu'ils sont prêts à se faire opérer, à avoir mal, à encourir les risques relatifs à la chirurgie. L'imagerie, Dr. Sabourin en a bien parlé, bilan axial, même chose, résonance magnétique, souvent inutile d'un point de vue, dans une perspective chirurgicale, ça ne va pas souvent changer le traitement, ça reste intéressant pour comprendre l'arthrose, déceler l'effet des traitements non chirurgicaux qu'on fait. Mais quelqu'un qui a déjà une arthrose sur les radiographies, il n'y a pas grand intérêt à y aller faire une résonance.
thérapeutique. Bon, la chirurgie, c'est jamais au début. Hein, on veut tout tenter pour éviter la chirurgie, même si on aime ça opérer. On veut s'assurer que c'est la dernière alternative. Le cœur du sujet, donc, les options. Comment voir ça, le traitement chirurgical de la gonarthrose? Ça peut être vu sous 4 angles. D'abord, prévenir, ensuite, réparer le cartilage, ensuite, ralentir l'arthrose une fois qu'elle est installée, puis finalement, est-ce qu'on doit remplacer? On va passer vite. Bon, les aspects préventifs, connaissant les facteurs prédisposants à l'arthrose, on peut savoir un peu sur quoi on peut jouer. Ça a été bien abordé tantôt, on va passer vite. Seul truc qui n'a pas été parlé, les fractures intra-articulaires, ça augmente bien gros le risque d'arthrose, puis c'est clair que, comme chirurgien, on veut rétablir mais le mieux possible les surfaces articulaires quand les gens ont des fractures comme ça. L'analogie que je donne souvent aux patients, c'est le vase cassé. Le vase, on peut le recoller, ça va redevenir un vase, mais il n'est jamais comme avant. Fait qu'il faut quand même s'attendre, même avec le meilleur geste chirurgical, il y a des dommages qui ont été faits. Et souvent, on n'évite quand même pas le risque d'arthrose plus élevé. Le Dr Sabourin a bien parlé des déchirures méniscales, de l'importance d'essayer d'être conservateur le plus possible. Beaucoup de symptômes vont se résoudre tout seuls. Puis on cherche à préserver vraiment le tissu méniscal pour éviter la progression de l'arthrose. Actuellement, il y a quand même une tendance vers être plus agressif sur les sutures, les réparations méniscales. On a de plus en plus d'implants qui nous permettent de réattacher des cornes postérieures, d'aller adresser les déchirures radiales, déchirures horizontales. Bon, il y a la greffe méniscale également qui se fait, soit de l'allogreffe, soit des espèces d'échafaudage, des scaffolds. Tout ça dans le but de préserver justement le rôle du ménisque pour répartir le poids. Pas de grande évidence actuellement que ça fonctionne vraiment, mais il y a quand même un mouvement dans ce sens-là. Dr Godbout a très bien parlé du croisé, je ne vais pas continuer là-dessus. Il y a peut-être une petite distinction. Je pense que les gens avec déchirure du croisé antérieur, il y a probablement 2 classes. Les gens qui se déchirent le croisé une fois, c'est-à-dire qu'ils ont un seul dérobement, un seul épisode, puis qu'après ça, le genou est relativement stable, versus les gens qui ont des dérobements répétés, qui sont probablement plus à risque de développer de l'arthrose. Personnellement, je suis tenté toujours d'essayer un traitement conservateur, mais d'être plus agressif pour la chirurgie si ça ne fonctionne pas. Les gestes de réparation, ça aussi, on va passer vite parce que ce serait vraiment idéal. L'arthrose s'installe, le cartilage est abîmé, ce serait bien de pouvoir le refaire. Il existe des options, ce serait le fun aussi d'en parler, mais de toute façon, c'est un petit peu hors sujet parce que toutes ces techniques-là de réparation cartilagineuse s'appliquent surtout aux lésions focales bien ciblées sur un seul des 2 côtés de l'articulation. Ce qui n'est pas le cas de l'arthrose, comme on disait, c'est diffus, ça atteint les 2 côtés, donc c'est pas super bon. Geste de ralentissement. Comment ralentir l'arthrose? Quand l'arthrose est installée, est-ce qu'on peut diminuer les symptômes puis ralentir, sinon arrêter cette progression-là? On va faire, pour ça, on va corriger la biomécanique du genou. Donc, on va décharger les portions qui sont endommagées. On va utiliser ça chez les individus qui sont actifs ou jeunes. Ce n'est pas nécessairement jeunes et actifs. Il y a des gens qui sont pas actifs, mais parce qu'ils sont jeunes, on ne veut pas aller faire une prothèse, ou qui sont plus âgés, mais très actifs. La prothèse est aussi une mauvaise idée. C'est important pour ces patients-là, évidemment, qu'il y ait une certaine concordance entre l'atteinte chondrale, le cartilage qui est abîmé, puis l'alignement qu'on est capable d'aller mesurer et observer. L'avantage de ces approches-là, de réalignement, c'est de préserver, évidemment, l'articulation native. Et ce faisant, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent après. Hein? Comme vous savez, une prothèse, on ne fait pas ce qu'on veut, c'est pas recommandé de courir, et ainsi de suite. Avec des réalignements, on peut faire pas mal n'importe quoi après. C'est malheureusement très... en tout cas, pas assez utilisé, je pense. Il y a différentes raisons pour ça dont on pourrait parler. Mais l'idée, c'est de savoir quand même que ça existe. Puis je pense qu'il faut que ça se fasse plus. L'ostéotomie tibiale de vaginisation, c'est le geste vraiment le plus commun pour, comme on disait, l'arthrose interne. Avec le genou varum, c'est vraiment ça qui est le plus fréquent. Dans les cas où l'arthrose est vraiment bien établie, déjà, on cherche à repousser la prothèse d'au moins 10 ans. Et dans les cas d'arthrose moins avancée, les dommages plus légers, on espère même éviter la prothèse et retarder la progression. Le Dr Sabourin, évidemment plus d'expérience que moi, puis il y a beaucoup de patients qui voient après 20-30 ans, des gens qui ont une arthrose, des fois radiologiquement très impressionnante, mais qui vont bien et qui n'ont vraiment pas de problème. C'est une technique très intéressante. Au niveau fémoro-rotulien, il y a des gens qui ont, justement, comme je vous disais tout à l'heure, un mal-alignement de la rotule, mais qui n'ont pas vraiment de luxation, puis qui n'ont jamais vraiment consulté. Puis avec le temps, ont développé une arthrose fémoro-patellaire externe, classiquement, comme cette patiente-là, 45 ans, os sur os. Une dame active, on peut faire une prothèse là.
En tout cas, il y en a qui le font, mais c'est peut-être pas une bonne idée chez quelqu'un qui est très actif. Donc, dans ce cas-là, on fait un bilan, on va aller quantifier un peu, voir justement le malalignement. Et une option qu'on peut faire, c'est d'aller faire une ostéotomie de la TTA, de la tubérosité tibiale antérieure, donc de médialiser l'attache du tendon rotulien pour décharger un peu le compartiment externe. Dans ce cas-là, bon, si c'était une arthrose qui commençait, on espère, un peu comme pour les ostéotomies tibiales, prévenir la progression de l'arthrose et peut-être éviter la prothèse. Dans les cas d'une arthrose très sévère, comme la patiente-là, mettons que ça dure 5 ans. Éventuellement, avoir besoin d'une prothèse, mais il y avait quand même un malalignement du mécanisme extenseur qui était sous-jacent. Quand on va faire la prothèse, c'est un des problèmes et probablement une cause de douleur après une prothèse de genou, c'est un mauvais alignement du mécanisme extenseur. Fait que peut-être qu'on fait, dans ce cas-là, on met la table pour un meilleur résultat d'une prothèse éventuelle. Donc, idéalement, prévenir l'arthrose, pas évident. Réparer, on n'est pas encore très bon. Ralentir, ça fonctionne bien, il y a des options, mais ce n'est pas assez utilisé. On va parler maintenant de remplacement. Quand plus rien fonctionne, à un moment donné, on n'a plus le choix. L'arthrose, bon, vous en avez entendu parler, des prothèses de genoux. L'indication, c'est assez simple, c'est une arthrose qui est significative, avec une limitation fonctionnelle importante, un traitement conservateur qui a été épuisé, puis la vie gâchée dont je vous parlais tout à l'heure. On cherche à résoudre la douleur, avoir un genou qui est stable, qui bouge bien et qui dure dans le temps. Plusieurs types, on va faire le tour. Encore une fois, on n'a pas beaucoup de temps, fait qu'on va survoler. Prothèse partielle, totale, comment est-ce qu'on décide là-dedans? Bon, il faut évidemment aller voir quelle est l'atteinte du cartilage, quels sont les symptômes, l'alignement du membre, est-ce que les déformations ou l'alignement est réductible, l'âge du patient, son niveau fonctionnel, l'amplitude articulaire, c'est tous des facteurs qui vont jouer. Prothèse unicompartimentaire, vous avez peut-être déjà entendu parler, en fémorotibial interne le plus souvent, mais ça s'utilise en externe aussi. Ce qui est important avant de faire ça, c'est de s'assurer que les autres compartiments du genou sont intacts, qu'on a un genou qui est stable, qu'on a une déformation qui est réductible, un genou qui bouge bien. Puis idéalement, des gens qui ne font pas trop d'activité intense. C'est une prothèse dont les gens récupèrent plus vite, restent moins longtemps à l'hôpital, puis on espère, surtout chez les patients plus âgés, que ce soit petite chirurgie, c'est même souvent qu'on peut vendre ça aux patients, petite chirurgie moins pire qu'une totale, dernière chirurgie à vie. Il existe des prothèses fémoro-patellaires, moins souvent utilisées, dans les cas d'arthrose fémoro-patellaire isolée. Souvent des patients qui ont un malalignement rotulien en dessous de ça, ce qui explique probablement pourquoi les résultats de ces prothèses-là sont peut-être sont probablement, en fait, certainement moins bons qu'on aimerait. Justement parce qu'en dessous, il y a un malalignement, puis quand on va faire la prothèse fémoro-patellaire, on va aller placer le bouclier trochléen ici, on ne peut pas vraiment jouer sur l'alignement. C'est pour ça que les patients plus âgés, en haut de 75 ans, on va privilégier une prothèse totale qui a fait ses preuves. Puis en haut de 75 ans, on sait que ça va être probablement la dernière chirurgie de ces patients-là. Donc, on va privilégier une prothèse totale, même s'il n'y a aucune atteinte fémorotibiale. Taux de révision 10 à 15 à 5 ans, comparativement à 10 pour une prothèse unicompartimentaire fémorotibiale, puis 5 pour une totale. Mais bon, la révision se fait bien avec des implants de première intention, là, une prothèse standard si on doit les réviser. Prothèse de genou. Donc, on remplace les 3 compartiments du genou. La séquence, globalement, c'est simple. On approche, on ouvre le genou, on va aller faire des coupes, équilibrer le genou, puis implanter la prothèse. C'est simple comme ça, mais il y a quand même beaucoup d'options, une grande variabilité dans ce qui se fait. Puis évidemment, beaucoup de travail qui se fait à ce niveau-là pour savoir un peu quelle est la meilleure approche. Peut-être qu'il n'y a probablement pas de réponse unique, puis que le traitement doit être individualisé au patient. Mais il y a encore beaucoup de points à éclaircir. Pour les gens, bon, maintenant, là, la façon que ça fonctionne quand les gens se font opérer pour une prothèse de genou, on implique beaucoup l'anesthésie. On utilise plusieurs types d'analgésie, non pas juste les narcotiques. De plus en plus d'utilisation de molécules, là, les anticonvulsivants, là, gabapentin, prégabalin, combinés à tout ça, des blocs périneuraux versus des cathéters, des infiltrations capsulaires avec des agents à longue action. On essaie de faire bouger les gens le plus vite possible, de les mettre debout le soir de la chirurgie, idéalement, ça favorise le retour à domicile plus rapide. Physiothérapie dès le lendemain, on essaie de les envoyer au moins au 3e jour post-opératoire. Le Dr. Beaulieu, on en parlait hier, il y a un programme, puis aux États-Unis aussi, des gens bien ciblés qui font même des prothèses de genoux à chirurgie d'1 jour. C'est quelque chose. Ça prend des ressources, mais ça se fait. Physiothérapie à la maison et une reprise progressive des activités.
Ça en fait de plus en plus des prothèses de genoux. Avec les prédictions démographiques, Dr. Pelletier en a parlé tout à l'heure, la population vieillit, puis les courbes ici, on voit celle du haut qui remonte de façon impressionnante. Les prévisions pour les prothèses totales de genoux qui vont être faites jusqu'en 2030. Ça marche super bien, mais c'est pas 100%. Les complications classiques, infection à 2 puis des douleurs qui restent 5 à 10 Les gens vont garder leur prothèse 10-15 ans et on ne recommande pas les activités intenses. Puis les chiffres qui sont souvent cités, c'est qu'il y a jusqu'à 20 des gens qui ne sont pas satisfaits de leur prothèse. Pour ça, bien évidemment, on cherche toujours à améliorer. Ça, ici, j'en parle, vous allez peut-être... C'est juste parce que des fois, c'est intéressant de voir un peu qu'est-ce qu'il y en est. On entend beaucoup dans les médias les gens qui essaient de vendre telle approche ou telle façon de faire pour dire, bon, moi, je suis bon, j'opère, je fais du mini-invasif. Donc, les petites incisions, puis l'idée de ne pas couper dans le tendon du quadriceps, puis on vise avec ça que les patients partent plus vite de l'hôpital, aillent mieux. Juste dire que c'est un peu passé de mode. On a montré que ça a donné des bénéfices à court terme, peut-être un peu, mais à long terme, pas de bénéfices, sinon bénéfices négatifs. En fait, un désavantage, parce que quand on voit moins bien, il a été montré qu'il y a plus de prothèses qui sont mal placées, donc plus de révision. Et pas nécessairement une bonne idée. Vous avez peut-être entendu parler de la navigation chirurgicale, donc le fameux GPS de la salle d'op. C'est des outils très précis eux-mêmes, précis en dedans d'1 degré, d'1 millimètre. Malheureusement, depuis que ça a été adopté au début des années 2000, ça a quand même déçu parce que de la façon que c'est utilisé, de la façon qu'on prend les repères, on introduit des erreurs qui sont plusieurs fois supérieures, donc 10 à 15 degrés d'imprécision qui sont rajoutés pour une technologie qui coûte super cher, qui rajoute du temps à la chirurgie, puis qui n'a pas montré clairement des bénéfices cliniques. Donc, ça a été pas mal... En tout cas, il y a encore des gens qui l'utilisent, mais les ardeurs se sont refroidis, mettons. Dernièrement, on a entendu parler de blocs de coupe personnalisés. On essaie d'éviter les appareils de navigation dans la chirurgie, puis de faire cette espèce de travail-là avant. Donc, on va aller faire des modèles 3D des os des patients, soit avec un scan, soit avec une résonance, puis on va développer des espèces de blocs. Une fois qu'on a planifié comment est-ce qu'on veut mettre la prothèse, ils font de l'impression 3D, des blocs qui vont se placer à un endroit bien précis sur les os pour guider les coupes. Ça aussi, c'est intéressant, des avantages, des inconvénients, ça coûte cher. C'est pas clair encore que ça fonctionne, puis que c'est une voie d'avenir, mais en tout cas, c'est à voir dans le futur qu'est-ce qui va se passer avec ça. Je semble manquer de temps, j'aurais aimé ça parler d'une autre tendance, c'est l'alignement cinématique, où est-ce qu'au lieu de mettre les prothèses à 90 degrés par rapport aux axes du tibia et du fémur, on essaie de reproduire un peu plus l'alignement naturel de l'articulation. Une étude qui a même montré une meilleure flexion à 2 ans, puis des meilleurs résultats cliniques. À date, il n'y a pas des tonnes d'études, mais ça reste quand même à suivre ça aussi. Donc, mes messages clés, beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail en prévention de la gonarthrose puis de la réparation chondrale. Les ostéotomies de réalignement, ça permet de repousser, sinon éviter une prothèse. Puis ça ne limite pas les activités, donc c'est intéressant chez les gens actifs. Les résultats sont plus durables si c'est fait tôt dans le processus arthrosique. Puis la prothèse de genou, la prothèse totale, c'est une chirurgie qui fonctionne très bien, mais qui demeure encore à perfectionner. Je vous remercie.